Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te concocte une petite traversée dans la poésie, le manga, la science-fiction, l'historique de Rome, dans le réalisme magique, et puis on fera un petit tour aussi dans la littérature du terroir français, entre guillemets. C'est parti! Pour la première lecture que je te présente, ce sont encore des lectures que j'ai effectuées en juillet. J'ai lu L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Ici, c'est une lecture commune, et ici, une fois n'est pas coutume, je l'ai faite avec Olivia de la chaîne Les Roseaux d'Olive. Voilà, c'est une de mes acolytes pour les lectures communes et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Ce livre est paru aux éditions Le Livre de Poche. Il a été publié en 2001 et ce roman est traduit de l'espagnol par François Maspero. Voilà pour les petites données descriptives. Nous sommes ici sur un tome 1 d'une tétralogie. Au niveau du résumé, l'histoire se passe en 1945 à Barcelone. Donc on se situe juste après la Deuxième Guerre mondiale et juste après leur guerre civile. Daniel, qui a 10 ans et qui est notre héros, est amené par son papa dans un endroit un peu particulier puisque c'est un endroit, un sanctuaire pour les livres. Grosso modo, ce sanctuaire rassemble les livres qui n'ont pas de propriétaire, qui sont perdus, sans personne, et qui sont également oubliés. Quand une personne se rend pour la première fois dans ce cimetière des livres oubliés, eh bien, il a la chance, l'opportunité de pouvoir choisir un livre et de l'adopter. Daniel, en l'occurrence, fait le choix du livre qui s'intitule L'ombre du vent et qui a été écrit par Julian Carax. S'ensuit alors un rapport assez fusionnel entre guillemets entre Daniel et son livre, ou en tout cas avec son auteur, parce qu'il décide de se mettre à la recherche de qui était cet écrivain, de qui était Julian. Et le livre se centre sur cette quête, cette recherche, pour avoir vraiment des éléments, savoir qui était cette personne, comment ça se fait qu'il a écrit ce livre, comment ce livre est arrivé là, et donc Daniel a envie de tout savoir. En gros, ce livre a été assez mitigé pour moi, parce que, alors je vais d'abord commencer par les points négatifs, et puis je te ferai part des points positifs. Je trouve déjà que lorsqu'on lit la 4e de couverture, on nous parle d'un livre historique. Or, ici, il n'y en a pas. Alors peut-être que ça ne rentrait pas dans mes attentes à cause de la 4e de couverture, mais j'aurais voulu avoir un petit peu plus de contexte historique sur la guerre civile ou alors sur la Seconde Guerre mondiale, parce que on sait qu'en toile de fond, il y a ce contexte, ou en tout cas qu'il vient de se passer, et parfois on est en plein dedans, parce qu'évidemment les personnages qu'on suit, notamment Julian Carax, est plus âgé que Daniel, et donc il s'est retrouvé, lui, pendant les guerres, pendant ce contexte de guerre. Donc moi je m'attendais à avoir quand même beaucoup plus d'éléments et être encore plus immergé dans ce contexte historique, ou alors avoir l'impact et les conséquences qu'avait eu ce contexte sur les différents habitants. Ça, je suis restée clairement sur ma faim. Ensuite, on parle du cimetière des livres oubliés. Je trouve que cette particularité, je trouve que cette recherche-là est vraiment super intéressante. Elle est assez intrigante, on a envie d'en savoir plus sur ce cimetière des livres oubliés. Et il n'est pas du tout exploité. Alors comme c'est une tétralogie, peut-être qu'il est plus exploité par la suite. Malheureusement, dans celui-ci, ça l'était trop peu. Donc j'ai eu un petit manque aussi par rapport à cela. Et puis l'enquête sur l'écrivain prend évidemment beaucoup de place. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur par rapport à ça. Donc il y a 600 pages, il y a un rythme qui est assez inégal, j'ai trouvé, et des longueurs, comme je le disais, qui font que on a envie de passer à la suite ou de lire en diagonale, ou en tout cas que ça avance un petit peu plus à certains moments. Donc j'oscillais parfois entre les chapitres qui étaient intéressants ou les passages qui étaient intéressants, en tout cas qui suscitaient mon intérêt, et puis d'autres que j'avais vraiment envie d'accélérer. Et alors, il y a quand même quelques petits personnages qui ont des propos un peu sexistes ou un peu déplacés. Les personnages féminins ne sont pas super développés ou super intéressants, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de charisme, et elles ont peu d'importance, on les aime, mais plutôt pour leur beauté. Donc voilà, ça plus les petits commentaires, ça m'a un petit peu dérangé. Voilà pour les points négatifs. Maintenant, au niveau des points positifs, Daniel est un personnage qui est assez sympathique,
Ça en fait un roman d'apprentissage agréable parce que il est assez jeune, il est très naïf, il a envie d'apprendre, il aime la lecture, il est assez loyal avec ses amis. Voilà, c'est un personnage qui est agréable à suivre. Les liens entre lui et son père étaient aussi très touchants. Ça, j'aimais beaucoup les suivre. Et quand on était axé sur l'histoire de Juliane Carax, là, c'était un peu plus haletant. Et puis, il y a effectivement des longueurs, mais je trouve que au passage haletant, ou de manière générale, l'écriture était agréable et c'était bien écrit. Donc, vu le succès, je suis sûre qu'il va encore rencontrer du public. À toi de voir. Si tu veux te lancer dans cette aventure et dans cette œuvre classique, voilà, moi j'en sors de là un peu mitigée. En route pour de la poésie à présent, je te présente Black Words de Lisette Lombé aux éditions L'Arbre à Parole. Ça a été écrit en 2018 par Lisette, qui est une autrice belge, qui a la particularité d'avoir une double culture, puisque sa maman est belge, blanche, et son père est congolais, noir. Lisette Lombé, pour que tu aies quelques petits éléments biographiques, alors évidemment je ne serai pas exhaustive parce que c'est une autrice qui fait énormément de choses. Elle organise beaucoup d'ateliers dans l'ASBL ILO dans lesquels ils prennent en charge des femmes qui n'ont pas de chez soi, qui n'ont pas d'abri. Elle est membre du collectif El Slam, du collectif de poétesses. Elle fait énormément de choses, mais c'est une autrice qui est hyper engagée, hyper inspirante et super sympathique, parce que, là je le sais parce que je l'ai rencontrée à la foire du livre. Donc voilà, franchement c'est quelqu'un qui gagne à être connu, et cette rencontre m'a donné vraiment envie de poursuivre l'exploration de ses œuvres, parce que j'avais déjà lu Eunice, que j'avais beaucoup aimé et présenté sur ma chaîne, et Brûler, 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 là pour le coup qui était un recueil de poésie et que j'avais un petit peu moins apprécié, en tout cas j'ai été moins sensible à cette poésie-là. Ici j'avais envie de retenter. Je trouve que c'est quelqu'un qui a plein de cordes à son arc, qui est investi dans plein de causes, et c'est une personnalité que j'ai envie de suivre. Voilà pour le petit contexte de qui est Lisette Lombé. Ici on est donc dans un recueil de poésie, mais également un recueil de collages. Ça m'a énormément plu, que ce soit les collages ou sa poésie ou sa prose avec ou sans rime, il y a un petit peu de tout. Ce sont des mots qui claquent, des mots qui dénoncent, ça c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, et dès le premier poème, j'ai été conquise. Elle aborde des thèmes extrêmement durs comme le racisme, la colonisation, les insultes raciales qu'on peut subir, mais c'est bien plus large, ça ce sont quelques thématiques. Il y a vraiment beaucoup plus dans ces poèmes. J'ai lu alors assez rapidement le recueil, et à peine terminé, j'ai eu directement l'envie de le relire. Ça a été assez sidérant comme sensation, mais c'est ce qui s'est passé. J'avais vraiment envie, et j'ai toujours envie de le relire, parce que j'ai beaucoup aimé m'immerger dans les mots et les phrases de Lisette Lombé. Pour te donner une petite idée, je vais te lire le premier poème qui s'intitule « Invisible ». Numéro 16. Incongruité. Tu te tiens droit, dans le cadre, superbement énigmatique dans les coulisses de leur avachissement. Aujourd'hui, ils regardent à travers toi, numéro 16. Mais demain, après le développement, ils ne verront que toi. Tâche obscure, indomptable, salopant la mémoire de leur après-midi. Numéro 16. Tu es le messager grillon, tu sais. Que Léopoldville tiendra bientôt dans un sac à main, tu sais. Que le rire blanc gras vont céder l'avant-plan à d'autres rires gras. Noirs, ceux-là. Tu sais, numéro 16, que tu resteras un numéro. Ah, ça. Bon, c'est topissime, je trouve. Bref, tout est un peu comme ça. Il y a des collages que j'essaie de te montrer, mais c'est un peu loin. Je ne sais pas si tu verras quelque chose, mais voilà, c'est sublime, c'est super bien pensé. On a envie vraiment de s'y plonger et d'en savoir plus. C'est donc un petit ouvrage magnifique que je recommande, qui a un grand cri pour faire bouger, pour faire réagir. Et on ne peut pas sortir de là insensible parce que c'est assez puissant. Et donc, tu l'auras compris, mais moi en tout cas, je le recommande fortement. Un petit manga pour poursuivre. Il s'agit de Berserk, le numéro 42. On est aux éditions Glénat. Et c'est une œuvre originale de Kentaro Miura, mais sous la supervision de Kuji Mori, puisque malheureusement Miura est décédé. On nous explique que Mori, alors il y a une petite page à la fin, et c'est
Kuji Mori lui-même qui explique que c'est le meilleur ami, que c'était le meilleur ami de Miura et qu'il avait déjà beaucoup d'informations parce que Miura lui disait vraiment tout ce qu'il allait se passer dans la saga Berserk. Et donc Mori a décidé de prendre la suite et il s'excuse même dans ce tome et dans la page en postface parce qu'il sait que ce ne sera pas à la hauteur, mais il a envie de terminer la saga et d'essayer d'être le plus fidèle possible à son auteur. Si tu ne le connais pas, c'est un incontournable manga d'heroic fantasy médiéval qui met à l'honneur le personnage qu'on voit ici, qui s'appelle Guts. C'est un personnage complètement désabusé, très torturé, qui a vécu des atrocités et qui ne vit que pour le combat. C'est dans sa vie qu'on se plonge dès le premier tome, puisque on apprend qui il est, comment s'est passée son enfance, comment s'est déroulée son adolescence, qui il a rencontré, comment est-ce qu'il en est venu à devoir se battre, et voilà, plein d'autres choses. Qui est-ce qu'il côtoie? Évidemment, je ne t'en dirai pas plus, c'est un univers, alors derrière on voit une petite fée, c'est un univers de fantaisie, parce qu'il y a des démons, il y a des créatures magiques, voilà, et donc il faut le savoir avant de te lancer. L'univers est extrêmement sombre, c'est un contexte médiéval guerroyant, envahi d'ombres, de démons humains ou non à combattre. Moi j'adore ce manga pour plein de raisons. La première c'est l'univers, parce que bah voilà, je l'adore, difficile d'expliquer plus, puisque j'ai déjà donné des éléments, mais en tout cas j'adore cet univers. J'aime énormément le dessin qu'on retrouve et qui est extrêmement travaillé. Il y a énormément de détails qui sont faits et fournis, que ce soit au niveau des décors, de l'environnement, des paysages et aussi des personnages qu'on reconnaît, on ne va pas les louper. Donc voilà, je trouve, parfois on reste fasciné sur des planches tellement c'est beau. Et il y a plein de références aussi culturelles, parce que Miura aimait beaucoup la culture et en disséminait un petit peu partout dans son œuvre. J'adore l'ambiance, alors là aussi il y a un rythme fou, comme il y a des planches sans dialogue, des passages d'action, et puis alors on a les relations entre les personnes. C'est quand même un manga qui se lit relativement vite, mais qui à chaque fois nous laisse quand même un impact. L'ambiance est également anxiogène et c'est très bien réussi, c'est très sombre comme je le disais, il y a des démons. Alors c'est pas de tout repos parce qu'il y a beaucoup d'action, mais on n'en sort pas indemne non plus parce que c'est assez dur. Et assez, c'est un euphémisme. Et enfin, j'adore ce manga parce que j'adore les personnages, surtout Guts et une autre héroïne, mais je les trouve très bien faits, je les trouve tellement humains, tellement difficiles à cerner. On les accompagne tout au long de cette aventure et ils font des choix qui sont parfois bons, parfois pas, parfois bons pour eux, parfois pas, parfois même très souvent contestables, et on comprend, et parfois pas, enfin voilà, c'est ce qu'on aime en tout cas dans la fantaisie, avoir des personnages gris, et bien là ça a tout son sens. Donc voilà, beaucoup d'émotions à chaque tome. Par contre, attention, c'est très violent, il y a plein de trigger warnings dans quasiment chacun des tomes, surtout dans les premiers, mais honnêtement ça continue, donc c'est pour public averti. Alors, même si j'adore cette saga, il faut bien dire que pour ce tome-ci, j'ai été un petit peu plus mitigée, j'ai trouvé ça bon, mais sans plus. Je pense que c'est parce que les dessins, je trouvais, étaient un petit peu moins nets, un petit peu moins beaux que dans les précédents tomes, et surtout, j'ai trouvé que l'histoire était un peu plus flottante dans ce tome-ci. Il y avait moins d'action. Il me semblait que c'était un tome de transition, voilà, beaucoup plus que pour d'autres tomes qui ont plein d'enjeux, donc voilà, ici, j'étais un petit peu plus déçue, entre guillemets, mais ça reste vraiment une saga que je veux suivre absolument. Partons cette fois dans la science-fiction avec Les Oiseaux du Temps, qui a été écrit en 2021 par Amal El-Mohtar et Max Gladstone, et Les Oiseaux du Temps ont été publiés aux éditions Mu. Alors, on en a vraiment entendu beaucoup parler, et ce livre mérite les critiques que je trouve tant positives que négatives d'ailleurs, tant je comprends qu'il clive. L'histoire, elle est assez simple, et en même temps archi complexe à la lecture. Moi, j'avais vraiment envie de me lancer dans Les Oiseaux du Temps depuis très longtemps, mais j'hésitais à passer le cap parce que j'avais peur d'être déçue, j'avais peur de pas être en accord avec certaines personnes qui l'ont aimé et j'avais pas envie d'être dans une opinion contraire. J'ai attendu et puis là, je trouvais que c'était le bon moment, j'avais vraiment envie de découvrir
ce livre dont on a beaucoup parlé, on suit le présent de Rouge et de Bleu, qui sont des combattantes dans deux camps adverses. Et puis en parallèle, on suit leur correspondance, parce que malgré l'interdiction qu'elles ont d'échanger, puisqu'elles font partie, je le rappelle, de camps adverses, eh bien, elles entament une correspondance. Donc on alterne les différents chapitres entre le présent de Rouge, et puis la lettre que Bleu envoie à Rouge, puis le présent de Bleu, et puis enfin voilà, on alterne comme ça. L'histoire est simple, oui et non, parce que voilà, je t'ai exposé le résumé, et c'est très simple. Mais quand on le lit, c'est ce que je disais, c'est très complexe. Parce que de chapitre en chapitre, on évolue au travers du et des temps, à travers des lieux, à travers des époques, et des personnes qu'on appelle Rouge et Bleu, et donc c'est pas toujours évident de savoir qui s'adresse à qui au départ ou même au milieu. Pour moi, l'écriture est éclatée, dans le sens où elle est poétique, mais elle va un peu dans tous les sens au niveau de la narration. Et donc cette écriture, cette narration surtout, cette histoire, perd complètement le lecteur et donne très très peu de clés. Petit à petit, on comprend de plus en plus, mais le plus en plus est très petit. Donc il faut effectivement se laisser aller et accepter qu'on ne comprend pas tout, parce qu'on ne comprend pas tout. Les auteurs nous embarquent dans une histoire et il y a plein de digressions, il y a plein de références à leur époque, à leur milieu, à leur combat, et on ne nous explique pas ce que c'est. Donc on doit déduire énormément de choses ou imaginer plein d'éléments. Donc clairement, quand on se lance dans cette lecture, il faut savoir que ça va être complexe, dans le sens où il faut s'accrocher et être concentré et lâcher prise en se disant qu'on ne va pas tout comprendre, mais qu'on va quand même comprendre ce qu'il y a à comprendre, et on a une idée du texte. Hein. C'est pas non plus incompréhensible du début jusqu'à la fin, mais il faut avoir ça en tête. Mon intérêt a été fluctuant pendant les 3/4 du livre. Le dernier quart a changé beaucoup ma perception et mon appréciation de la lecture. J'ai beaucoup aimé, mais le début n'était pas évident, donc je pensais que je n'allais pas aimer la lecture, mais le dernier quart m'a fait comprendre pourquoi ça a été un coup de cœur. Je reste sur une très très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture et c'est un livre de science-fiction que je vais recommander, mais c'est pas le coup de cœur. Parce que il a fallu quand même beaucoup de temps avant que je me dise « Ah, ok, c'est intéressant ». Et c'est un livre aussi qu'on a envie de relire quand on le termine. Mais moi, par exemple, j'ai pas eu l'émotion que certains ont eu. C'était une correspondance et une histoire d'amour qui était belle, mais moi, j'ai pas été si transportée que ça au niveau de l'émotion. Rationnellement, c'était bien, mais pas émotionnellement. Voilà. Peut-être que je n'y croyais pas assez. Voilà, c'est possible. En tout cas, c'est ce qui a un petit peu péché. Ce que je peux dire aussi de ce livre, c'est que l'écriture est hyper originale. Elle nous embarque, mais sans excès non plus. Hein. C'est une poésie, mais c'est poétique, mais sans être lyrique à outrance. Quand on lit ce livre, on se dit que c'est une belle plume et on est impressionné par certains termes ou certaines tournures. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la moralité et le rebondissement qui nous donne envie de relire l'histoire. Rien que pour ça, ça vaut le coup de pouvoir de lire ça, parce que c'est le genre d'histoire et le genre de livre qu'on apprécie finir et recommencer pas trop longtemps après. Donc c'est un bon roman et une très bonne lecture de science-fiction qui déstabilise et qui met un peu les nerfs à rude épreuve. Si tu as envie de te lancer là-dedans, eh bien voilà, fais-toi plaisir. Je te parlais d'un roman historique, c'est celui que je vais te présenter tout de suite. C'est donc Imperium, qui a été écrit par Robert Harris en 2006. Ici, Imperium, c'est le premier tome de la trilogie de Cicéron. Dans Imperium, on va suivre Tyron, qui est l'esclave et le secrétaire de Cicéron. Et Tyron va nous raconter l'épopée politique de son maître. Donc on apprend comment Cicéron, qui à la base n'est pas noble, va devenir un brillant avocat, orateur et homme politique dans la société romaine. Alors, la première chose, c'est que j'ai trouvé que c'était quelque part un John Grisham de la Rome antique. Pourquoi je dis ça? Parce que avec John Grisham, on arrive à des enquêtes, un procès et toutes les étapes avant, pendant, après procès. Et bien ici, c'était pour moi la même chose, mais transposée à un autre temps. Donc, on va suivre comment est-ce que Cicéron récolte des voix, comment est-ce qu'il va
démonter des adversaires, comment est-ce qu'il va plaider pour lui ou pour les personnes qu'il représente. Qu'est-ce qui se passe après, comment est-ce qu'il va monter dans ce système politique aussi. Donc j'ai trouvé que la comparaison en tout cas se tenait. Moi en tout cas j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose du style de... On apprend pas mal de choses au niveau historique et biographique, c'est indéniable. Pour moi, il y avait un petit bémol, comme j'aime bien le dire, parce que je trouvais qu'on passait juste à côté d'un point essentiel au niveau historique ou compréhension du système politique romain, c'est qu'il n'y a pas les bases, il n'y a pas l'essentiel, on n'explique pas quelles sont les différentes étapes pour accéder au plus haut système politique. On n'explique pas qui a accès ou pas. Donc là aussi, on doit déduire pas mal de choses, mais là, il y a des choses qui nous manquent quand même et on ne sait pas tout déduire non plus. Comme ça se veut relativement historique, j'ai trouvé que ça aurait été bien d'avoir cette mise en contexte parce que c'est pas comme s'il ne nous donnait aucun élément historique. Donc il aurait pu pour moi rajouter ça. J'ai apprécié ma lecture. Mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi un autre point négatif, c'est le rythme et la narration, parce que c'était aussi assez inégal. Il y avait parfois beaucoup de détails qui étaient inutiles et très longuets, et puis pas mal de personnages secondaires qui après n'apparaissaient plus et qui n'étaient pas très utiles non plus, mais comme ça prend quelques pages, eh bien il faut se les farcir aussi ces personnages secondaires et ces détails, et donc ça je trouve que ça vient vraiment casser le rythme et ralentir la lecture. Donc je trouvais que c'était parfois un peu ennuyeux malheureusement. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui caractérise, c'était pas mal, mais je reste mitigée, je pense pas que je vais poursuivre la trilogie. Et puis je termine avec La gloire de mon père, qui a été écrit en 1957 par Marcel Pagnol. Je ne sais pas si je vais t'apprendre beaucoup de choses, parce qu'à mon avis évidemment tu le connais, mais moi je n'avais jamais lu de Marcel Pagnol, et ici j'ai été très contente de faire quoi? Une lecture commune, mais cette fois-ci, je l'ai faite avec Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose. Donc voilà, merci à Olivia et merci à Séverine pour ces lectures communes. Au niveau de l'histoire de La gloire de mon père, c'est Pagnol qui prend le parti de nous raconter, alors qu'il a 60 ans, ses souvenirs d'enfance, puisque La gloire de mon père fait partie d'une tétralogie, si on est sur le premier tome. Et donc il veut nous raconter sa vie, ce qu'il a vécu de son enfance, sa famille, ses vacances. Et donc, même s'il écrit à 60 ans, il nous le dit, ce sont les premières pages, eh bien, à la lecture, c'est vraiment, en tout cas, il se remet dans la peau de lui, enfant, donc c'est à travers ses yeux qu'il nous relate ses différents souvenirs. Donc c'est sympa parce qu'il y a cette naïveté et en même temps le recul qu'il a, et ça se sent. Donc on est parti avec lui, avec Augustine, sa maman, avec Joseph, son papa, avec Paul, son petit frère, et avec sa sœur. Notamment, il y a quelques autres personnages, mais ce sont les principaux. L'écriture est très légère, elle est très travaillée, mais juste ce qu'il faut. J'ai vraiment beaucoup aimé lire Pagnol. Il y a aussi plein de touches d'humour, c'est ce que je disais, là on sent que c'est la maturité. L'humour est mis dans la bouche de l'enfant et par rapport à ce qu'il retire des situations, mais on sent qu'effectivement c'est Pagnol qui insuffle ça. Mais donc c'est une écriture qui est vraiment très agréable. L'environnement est décrit, il y a des dialogues, il y a des petites réflexions sur ce qu'il vit, donc ça donne un bon rythme et c'est assez varié. C'est très immersif aussi parce qu'on est plongé dans le quotidien de Marcel. On découvre avec lui la vie début 20e parce que on le suit dans les scènes quotidiennes et donc c'est plein de charme, mais en même temps c'est instructif parce qu'on apprend comment est-ce qu'ils doivent se rendre en vacances, comment ça se passe à l'école, comment est-ce que ça se passe au niveau des jeux, enfin voilà, c'est plein de petits détails qui nous permettent de mieux appréhender les coutumes, les us et les pensées, que ce soit les pensées bourgeoises, les pensées ouvrières. Et donc ça c'est vraiment tout le côté positif. J'ai adoré la première partie qui est en fait la moitié du livre. Cette première moitié aborde les souvenirs d'enfance. On voit vraiment qu'il adore sa famille, qu'il est très admiratif de son papa, qu'il adore sa maman. Et voilà, ça se ressent, c'est très touchant, c'est vraiment adorable. Et la première partie, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Je suis mitigée dans cette lecture parce que la deuxième partie a été extrêmement longuette. On aborde une partie de chasse qui est essentielle parce que c'est lors de cette partie de chasse que Marcel va découvrir certaines choses, va vouloir faire certaines choses pour son papa et ça donne le titre du livre. Donc c'est
très important, cette partie de chasse, mais qu'est-ce que c'était long! Donc je trouve que malheureusement, ça a enlevé tout le charme parce qu'on n'était plus dans les souvenirs d'enfance, ça donnait plein de détails sur les douilles, comment est-ce qu'on chasse, quels sont les bestiaux intéressants à chasser, enfin c'était très long, c'était la moitié du texte sur cette partie de chasse, avant, pendant et après. Et ça, malheureusement, ça m'a sorti un peu de la lecture et j'ai moins retrouvé le style léger, l'humour et le côté intéressant de la vie de cette époque et puis de ses souvenirs d'enfance. C'est un petit peu dommage parce que c'est à cause de cette partie-là qu'au final, c'est une lecture moyenne. Il y a quand même encore un autre petit élément, c'est que je parlais des réflexions que ça pouvait susciter, ben donc c'est un livre qui parle aussi des différentes croyances qu'on a sur ses parents, les représentations qu'on a de son père, de sa mère, ce qu'on croit être la figure paternelle et puis finalement ce qui rend les gens humains. Donc voilà, tout ça c'est quand même bien fait et ça montre les imperfections de l'homme. Voilà. Donc je termine ce topo avec une découverte de l'œuvre de Pagnol, même si c'est un petit peu mitigé, ça ne reste pas moins une lecture que j'ai apprécié faire, hein, c'était quand même pas très long. Et donc voilà, globalement, c'est un topo en tout cas qui m'a bien réjoui parce que j'ai eu, alors certes, des lectures mitigées, mais à chaque fois des belles découvertes, c'était des classiques que j'avais envie de découvrir depuis longtemps, et puis il y a d'autres livres que j'ai beaucoup aimé lire. Donc voilà, c'est un bon topo pour ma part. J'espère que toi aussi, tu y as trouvé des idées lecture. N'hésite pas à me dire ce que tu as lu dernièrement, mais je crois que tu commences à avoir l'habitude et à le faire quand le cœur t'en dit. Comme toujours, si tu n'as pas grand-chose à me dire, mais que tu as envie de montrer que tu es là, un petit emoji, c'est suffisant en fait, ça me fait plaisir aussi. Et voilà, qu'est-ce que je dois encore te dire? Plus grand-chose. J'espère que d'ici au prochain topo ou à la prochaine vidéo, tu vas faire de belles découvertes livresques, de belles lectures et puis que le plaisir de lire soit avec toi.